Amadouba, le ministre de l'économie, des finances et du plan. Il est l'invité de Mamoudou Ibra Kane. Beaucoup de questions. Comment va l'économie sénégalaise? Le plan Sénégal émergent, 3 ans après son adoption. Le franc CFA, l'UEMOA, les projets de la ville de Dakar, Amadouba et la politique et plusieurs autres sujets. Participez à l'émission via les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Amadouba, le ministre de l'économie, des finances et du plan, face à Mamoudou Ibra Kane, le grand jury, dimanche, 11h10, Radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité. Nous avons le plaisir de recevoir ce dimanche 5 février 2017 l'argentier de l'État, comme on le dit trivialement, Amadouba, ministre de l'économie, des finances et du plan du Sénégal. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, Mamoudou. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Monsieur le ministre, vous êtes en train d'exécuter un budget national de 3 360 milliards de francs CFA. Le taux de croissance s'établit, selon vos services, en 2015 à 6,6%. Comment se porte l'économie sénégalaise? Je vous remercie, Mamoudou. Je vous remercie pour cette invitation. Je me réjouis d'être enfin en face de vous pour échanger avec vous sur la situation économique et sociale du pays. Nous sommes en train d'exécuter effectivement un budget de 3 360 milliards. C'est un record, un budget extrêmement important, instrument que nous allons utiliser pour faire face aux besoins de nos populations. Ce budget s'exécute dans un contexte plutôt favorable. 2 fois de suite, l'économie sénégalaise enregistre une croissance supérieure à 6%. C'est le signe d'une économie qui se porte bien? C'est le signe d'une économie qui tend résolument vers l'émergence. 2 ans après la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, nous nous approchons résolument des objectifs assignés par le président Macky Sall, à savoir un taux de croissance de 7% pour permettre d'atteindre l'émergence dans un horizon temporel de 25 ans. Mais est-ce que l'émergence, j'aurais dû le dire à propos de la croissance, est-ce que l'émergence dont vous parlez se mange justement? Est-ce qu'elle se ressent dans le panier de la ménagère, dans l'assiette du Sénégalais? Souvent la problématique est mal posée. Et j'entends souvent dire, est-ce que la croissance se mange? Mais en réalité, sans croissance, est-ce qu'on pourrait manger? En tout cas, on ne mangera pas à sa faim. Je vais quand même donner quelques éléments d'explication pour vous montrer en quoi fondamentalement on doit faire une croissance soutenue pour les pays comme des nôtres, aller à l'émergence et réduire la pauvreté. De manière simple, le taux de croissance n'est qu'un indicateur qui permet de mesurer l'évolution du produit intérieur brut, autrement dit de la richesse, entre 2 périodes. Ça permet donc de voir comment il y a eu une amélioration au niveau de la richesse nationale. Cette richesse qui est créée, donc, est partagée sous forme de salaire, sous forme de dividendes. Cela veut dire, quand il y a une croissance, on maintient ou on distribue des salaires nouveaux. Quand il y a croissance, on a de la dividende. De manière indirecte, les flux de la croissance permettent à l'État de collecter davantage de ressources. Lesquelles ressources permettent à l'État de jouer son rôle de redistribution et de participer à l'amélioration du bien-être. C'est l'exemple des bourses de sécurité familiale pour ce qui nous concerne, de la couverture maladie universelle, pour ne citer que ces 2 incitations, disons, ces 2 innovations majeures du président Macky Sall. Et la machine continue ainsi de tourner. De ce fait, nous bénéficions chacun en ce qui le concerne
des fruits de la croissance, même si ça se traduit de manière différente. Vous ne dites pas que nous sommes dans une embellie. Vous dites que c'est une économie qui tend vers l'émergence. Comment on peut, en résumé, qualifier l'économie sénégalaise aujourd'hui? Nous avons un cadre macroéconomique robuste. Oui. L'économie se redresse. L'économie croît. 2 fois de suite, nous avons une croissance supérieure à 6,5%. Ça n'est jamais arrivé dans ce pays. Sur les 5 dernières années, nous avons une croissance moyenne de plus de 5%, alors que le Sénégal avait habitué le monde à une croissance moyenne de 3,8%, à peu près 3,5%, 3,8%. Cela veut dire que fondamentalement, les éléments qui permettent de mesurer la richesse nationale dans ce pays montrent que sous l'égide du président Macky Sall, il y a une amélioration sensible des conditions de vie des populations. Pourtant, la demande sociale reste forte. Qu'est-ce qui peut expliquer le décalage entre la bonne santé financière affichée par l'État et le ressenti d'une importante partie de la population qui est toujours dans le dur? Cela aussi mérite d'être relativisé. La Chine a aligné pendant 30 ans une croissance à 2 chiffres pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Nous sommes un pays pauvre. Le président Macky Sall a hérité d'une situation particulièrement difficile. Un pays qui voyait ses agrégats macroéconomiques se dégrader, une croissance qui était inférieure au croix démographique. Quand il est arrivé, la croissance était de 1,8%, alors que la population augmente en moyenne de 2,5%. Un déficit budgétaire qui était à 6,7%. Je pense que le président Macky Sall a hérité d'une situation particulièrement difficile. Si aujourd'hui on est à parler 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, d'une croissance supérieure à 6% sur 2 ans, d'un déficit budgétaire qui se réduit, cela montre aujourd'hui que l'économie est en train de s'améliorer, cela montre aujourd'hui que la situation s'améliore, et cela peut se mesurer de manière très concrète. La croissance ne se mange pas, on le dit, mais en quoi elle se mange ici? Prenons le secteur agricole. Oui. La production céréalière est passée de plus d'1 million de tonnes à près de 2 millions de tonnes, aujourd'hui plus de 2 millions de tonnes. Cette différence sert à quoi? Cet écart est consommé quelque part. C'est vrai, après on peut le transformer en monnaie, dire que mais c'est des tonnes d'arachide, c'est des tonnes de céréales, c'est des tonnes de toutes les productions que nous avons. Je pense que c'est cette dynamique globale aujourd'hui qu'il faut analyser pour montrer en quoi il y a un début de changement structurel, un début de transformation structurelle dans notre économie. Les croissances que nous avions dans le passé reposaient fondamentalement sur un ou deux secteurs. Aujourd'hui, on a le début de mouvement d'ensemble. C'est le secteur agricole dans son ensemble qui bouge favorablement, grâce aux politiques mises en œuvre par le président Macky Sall. Je pense aux aménagements, à l'aménagement de surfaces cultivables, je pense aux semences, je pense à l'irrigation, je pense à la mise à disposition de matériel agricole. Autant d'éléments qui permettent aujourd'hui, sur l'ensemble des cultures, d'avoir des bons significatifs. De sorte que même sur une culture, comme ce qui est arrivé cette année, sur l'arachide, où on a une baisse de production de près de 50 000 tonnes, cela n'empêche pas que l'agriculture, le sous-secteur agricole, dans son ensemble, cela n'empêche pas que ce sous-secteur connaisse une évolution favorable. C'est ça qui fait aujourd'hui qu'on peut parler de transformation structurelle de l'économie. Vous allez aussi au niveau du secteur secondaire, vous avez la même chose. C'est le bâtiment qui bouge bien, les constructions d'une manière générale, vous avez les industries chimiques, les cimenteries, on a une troisième cimenterie qui va. On a maintenant des secteurs où on a quelques difficultés, tels que le secteur de transformation de l'arachide pour faire de l'huile, mais nous pensons que l'année prochaine, ce secteur va repartir. Nous avons le secteur des services qui bouge très bien, et c'est ce mouvement d'ensemble qui permet aujourd'hui de dire que le Sénégal a changé de grade, que le Sénégal a une économie plus résiliente, que le Sénégal a amorcé enfin la pente devant le mener à l'émergence. Justement, Monsieur le ministre, un Sénégal qui est rattrapé par une réalité qui ne l'honore pas,
Laquelle? Aujourd'hui, l'opinion est scandalisée par une machine qui sauve des vies. C'est l'appareil de radiothérapie de l'hôpital Le Dantec qui est en panne, qui est hors d'usage. Pour un coût de quelques 1 à 2 milliards de francs CFA. Comment l'argentier de l'État peut expliquer cette situation? Cela fait peut-être le millionième du budget national. Je pense que c'est une situation difficile. J'ai appris effectivement cette panne. Je sais qu'au niveau du ministère de la Santé, des dispositions avaient été prises depuis longtemps. Et pour des raisons indépendantes de leur volonté, la commande qui devait venir et nous permettre d'acquérir en même temps 2 machines, parce que celle qui est à l'hôpital Le Dantec aujourd'hui ne présente plus les caractéristiques de sécurité devant permettre à cette machine de continuer de fonctionner correctement. Il y a eu des difficultés qui ont fait qu'il y a eu un retard sur la commande, mais c'est une affaire qui va être dépassée dans les tout prochains jours. Toutes les dispositions sont prises par le gouvernement, le ministère de la Santé notamment. Vous en avez parlé avec Madame le ministre? J'en ai parlé avec Madame le ministre. Nous avons été fermement instruits par le président Macky Sall pour régler cette question. Mais d'ores et déjà, des dispositions sont prises pour que les malades dont les soins nécessitent l'utilisation de cet appareil, que ces malades soient pris en charge même à l'extérieur. Mais des difficultés de quel ordre? Difficultés économiques? Non, pas des difficultés économiques. Oui. Non, pas des difficultés économiques. Je pense qu'il était prévu pas financières non plus. Non, c'est même pas. C'est même pas ça. Ce serait encore plus scandaleux. C'est même pas ça. C'est même pas ça. Ce qui s'est passé, c'est que l'hôpital d'Al Diama a été financé sur des capitaux extérieurs. Oui. Et sur, en tout cas, pour ce qui concerne l'équipement du centre de cancérologie, c'est la BADEA qui devait financer cette partie. Il y a eu un problème de transfert lié notamment à l'embargo sur les transactions financières en provenance du Soudan, qui ont été quand même... La BADEA, Banque africaine. C'est la Banque arabe de développement de l'Afrique, dont le siège est à Khartoum. Il y a eu quand même quelques problèmes de transfert de ressources entre la BADEA, c'est ça la vérité, donc Khartoum et Dakar, ce qui justifie un peu ce retard qui, de mon point de vue, et c'est certain, n'est pas la faute du ministère de la Santé, encore moins du gouvernement. Qu'est-ce que le ministre de l'économie a fait justement? Parce que nous avons informé de cette situation, vous avez dû réagir. Nous avons été instruits par le président de la République. Oui. J'ai tenu moi-même une réunion avec le ministre de la Santé il y a 3 jours. Toutes les dispositions ont été prises pour une commande en procédure d'urgence absolue. De 2 machines? De 3 machines plutôt. Qui vont coûter combien? J'ai pas le prix exactement en tête, mais globalement, parce que au-delà de la machine, il faut des installations particulières. Parce que je pense qu'il faut construire, revoir le bunker de l'hôpital le Dantec. Donc globalement, peut-être c'est 6 milliards ou 7 milliards. Je peux pas vous donner le chiffre exact, mais c'est 3 machines avec leur environnement. C'est plutôt l'environnement aussi qu'il faut évaluer pour une opération de cette nature. Comme quoi l'économie doit satisfaire la demande sociale. Justement, quelques questions de Sénégalais, monsieur le ministre. Elhadji Mamadou Moussa, pourquoi le Sénégal tarde à décoller sur le plan économique? Aliou Denango Saré, bonjour monsieur le ministre, comment peut-on expliquer la croissance non inclusive et approvissante au Sénégal avec un taux de chômage galopant et la persistance de la pauvreté? Et puis Adama Daoudaba, à quoi sert un taux de croissance futile à 2 chiffres si celui-ci est quasiment créé par le secteur privé étranger? Concrètement, que fait notre État pour aider notre secteur privé à être plus performant? Plusieurs questions, mais plusieurs questions qui se recoupent. Oui. Je comprends un peu les préoccupations de ces Sénégalais et justement l'objectif du président Macky Sall, c'est de pouvoir répondre à toutes ces sollicitations et c'est ce qui est un peu à la base du plan Sénégal émergent. Souvenez-vous que le président Macky Sall a été quand même élu sur la base d'un programme dénommé Yoonu Yokkute. Il a fait le tour du pays et a été élu par les Sénégalais très majoritairement au mois de mars 2012. Une fois installé au pouvoir, il s'est dit il faut aujourd'hui un accélérateur. Le président Macky Sall, c'est un homme de consensus. Ensuite, il a été élu avec d'autres qui avaient aussi leur programme. Mais il a eu son vécu, il a fait le tour du pays. Il a aussi
faire face à la situation réelle du pays. Et comme que j'ai décrit tout à l'heure, une situation particulièrement difficile qui dépassait son entendement. Souvenez-vous que le président Wade partant disait effectivement que certainement dans deux ou 3 semaines plus tard, les salaires ne pouvaient pas être payés. Cela montrait un peu les difficultés. Et cela a failli arriver non, le contrôle du ministre de l'économie et des finances. Non, des dispositions avaient été prises déjà par à l'époque DGID, directeur général des impôts et domaines. Des dispositions pratiques avaient été prises en ce moment parce que nous avons aussi une grande administration. Le président Macky Sall aussi a une très grande vision et les dispositions ont été prises pour ne pas pour que cela n'arrive pas. Avec le coup de pouce de la France. Ce que je veux dire, oui, la France a beaucoup aidé, comme d'autres partenaires. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est cela qui est à la base du plan Sénégal émergent, qui est une vision nouvelle, inclusive, qui repose sur 3 axes fondamentalement. Et le président Macky Sall a voulu, à travers l'axe 1, qu'il y ait une transformation structurelle de notre économie. C'est-à-dire c'est de refonder un peu les bases de notre économie. Jusqu'à présent, nous avions une économie qui reposait fondamentalement, en tout cas notre croissance reposait sur le secteur financier et les télécommunications. Mais justement, ces auditeurs disent que nous avons une croissance approvissante. L'autre qui dit, le plan Sénégal émergent, comment peut-on émerger alors qu'on a une économie contrôlée par des étrangers au détriment des nationaux, du secteur privé national? Laissez-moi venir, oui. Mamoudou. Oui. Je pense qu'au départ, il faut avoir une vision. Et deuxièmement, il faut suivre la vision. Je pense que cela est extrêmement important. Au Sénégal, on a eu des plans importants, mais malheureusement, notre réputation était qu'on pouvait faire de belles conceptions, mais ne jamais les suivre. Mais là, avec le président Macky Sall, il fallait suivre, il fallait d'abord avoir un plan consistant, un plan robuste, un plan qui a été bâti sur une base inclusive. Toutes les couches de la population avaient été impliquées, les syndicats, tous les acteurs économiques nationaux comme internationaux étaient impliqués dans la conception du plan Sénégal émergent. Donc l'axe 1, c'était la transformation structurelle de l'économie. Un axe 2, c'est l'inclusion, développement du capital humain, qui jusqu'à présent concentre au moins 25% de nos capacités financières. L'axe 1, la transformation économique, tournant autour de 64-65%. Le troisième axe, c'était la gouvernance, la paix et la sécurité. Sans ces éléments aussi, on ne peut pas émerger. Oui. Et là, on met 10, 11, voire 12% en fonction des années. Et le plan Sénégal émergent n'est mis en œuvre que depuis 2 ans. Oui. Nous sommes à la 3e année de mise en œuvre du plan Sénégal émergent avec des résultats concluants. Aujourd'hui, vous parlez de chômage, mais l'emploi salarié, pas moins de 250 000 emplois ont été créés, Mamoudou. Et très prochainement, la NSD va publier les chiffres réels de création d'emplois depuis 2012. La commande a été faite à la NSD. Maintenant, et ça compte non tenu des emplois peut-être dans le monde rural, oui, qui ne sont pas évolués et qui sont pourtant des emplois. Il y a un processus de création. La pauvreté a beaucoup diminué dans le pays, notamment au niveau du monde rural, où on avait un niveau de pauvreté beaucoup plus important. Parce qu'en 2015, oui, le président de la République a lancé le PUDC. L'objectif, c'était un rattrapage. 4 secteurs étaient visés à travers le PUDC que le gouvernement exécute avec l'aide du PNUD. L'allègement des travaux domestiques des femmes, je pense que c'est extrêmement important. L'électrification rurale, l'hydraulique rurale et l'aménagement. Je pense que c'est des éléments importants qui ont permis aujourd'hui de réduire de manière sensible le niveau de pauvreté, notamment en monde rural. Mais est-ce que le PSE ne va pas favoriser plus l'émergence de compagnies étrangères que plutôt le secteur privé national? Pas du tout. Très rapidement pour répondre à cette question. Pas du tout. On a un besoin important d'investissement, on a un besoin de construction assez rapide, nous avons besoin de tout le monde, nous avons besoin d'un secteur privé national très fort. Et nous travaillons à l'émergence de ce secteur privé, mais nous avons aussi besoin des capitaux privés étrangers. Mais qu'est-ce qui explique que la plupart des projets, des grands projets prévus dans le cadre du PSE, soient attribués à des étrangers? Ça, c'est un constat aussi. Je ne pense pas, Mamoudou. Je ne pense pas. Ça dépend un peu du type de financement aujourd'hui qui est à la base de la mise en œuvre de ce projet. Si vous avez un projet Exim Bank, vous parlez de manière très simple, il s'agit d'une aide liée en général. Mais ça, c'est comme ça que ça marche dans tous les pays du monde. Maintenant, au niveau du budget, la commande publique est réservée principalement, je dis bien, aux entreprises nationales.
Et nous avons des éléments pour le démontrer. Vous prenez le budget consolidé d'investissement de l'année dernière qui tournait autour de 1000 milliards. Mamoudou, nous n'avons pas payé plus de 100 milliards aux entreprises étrangères. Ah oui? Oui, Mamoudou, je suis formel. Donc cette appréciation que vous avez n'est pas totalement exacte. La commande publique, les entreprises nationales sont bien servies. Mais quand on regarde les grands projets, le TER, Ila Touba, AIBD, l'autoroute à péage, c'est quand même les plus gros projets de l'actuel pouvoir. Ce sont de gros projets. Essentiellement, c'est des étrangers. Je suis d'accord, Mamoudou, mais sur le TER, par exemple, je ne pense pas aujourd'hui que nous avons dans notre pays des entreprises ayant la capacité de faire un chemin de fer bimode, un train bimode. Je ne le pense pas. Bon. Maintenant, c'est une faillite de l'État du Sénégal. C'est pas depuis une faillite. Les indépendances jusqu'à aujourd'hui, d'avoir été incapable justement de construire un privé puissant, privé national puissant. Non, nous avons nous avons des champions. On a un exemple Dangote au Nigeria. On aurait pu avoir des Dangote au Sénégal. Mais Mahmoud, le paradoxe qu'on a dans notre pays, lorsque le gouvernement favorise certains hommes d'affaires, on traite avec certains hommes d'affaires, on parle de favoritisme, on parle de clan. Et lorsque... Oui, Mamoudou, c'est ça la vérité aujourd'hui. Mais un État doit rester sourd à ce genre de remarques. Hein? Oui, je suis tout à fait d'accord. Et nous travaillons aujourd'hui à permettre l'émergence aujourd'hui d'hommes d'affaires importants. Vous avez des entreprises de taille nationale qui ont aujourd'hui... qui sur le plan international commencent même à rayonner. Je pense à Sonatel, fondamentalement. On a beau penser Sonatel avec la présence quand même d'un capital étranger important aussi. Oui, mais Sonatel... Même si c'est une fierté nationale quelque part. Mais il y a une forte présence étrangère. Mais Sonatel contrôle la téléphonie mobile au Mali. C'est Sonatel qui contrôle, c'est pas Orange qui contrôle la téléphonie mobile au Mali, c'est Sonatel qui contrôle la téléphonie mobile au Mali, en Guinée et dans d'autres pays. Dans le BTP, nous avons aussi des entreprises aujourd'hui qui sont de taille absolument importante. Je pense à des entreprises comme CSE, je pense à des entreprises comme CDE, même FH aujourd'hui, est-ce qu'il faut considérer FH comme une entreprise étrangère? FH est là depuis 90 ans. Ce qui empêche l'État à contraindre ces entreprises étrangères à affecter un pourcentage important du capital au privé national. Dans certains pays, les nationaux détiennent systématiquement au moins 51%. Mais le Sénégal n'a pas encore aujourd'hui la capacité d'adopter une politique pareille. Je pense que dans la deuxième génération du pape que nous allons mettre en œuvre, lorsqu'on aura une structure économique beaucoup plus robuste, lorsqu'on aura une structure économique beaucoup plus saine, lorsqu'on aura consolidé la croissance actuelle sur 5 ou 6 ans, à partir de ce moment, des réformes importantes vont être mises en œuvre pour accélérer le développement du capital national. Je rappelle que nous recevons ce dimanche dans l'émission Le Grand Jury de la RFM le ministre de l'économie, des finances et du plan Amadou Ba. Sur le plan Sénégal émergent, nous sommes au mois de février, c'est le mois natal du PSE. Cela fait 3 ans qu'il est plébiscité par les bailleurs de fonds à Paris. Son coûte près de 10 000 milliards de francs CFA à l'horizon 2035. À la première année, votre département avait parlé de 34% de mobilisation des financements. Quelle année aujourd'hui le niveau de mobilisation et comment peut-on juger le rythme du PSE en sa deuxième année d'exécution? Cadence accélérée ou décélérée? Cadence accélérée. Nous sommes en mode fast track. Oui. Je pense que le président Macky Sall nous imprime aujourd'hui ce type de management. Depuis l'arrivée du président Macky Sall, je pense que le Sénégal a bénéficié du soutien de la communauté internationale. Cela, on le doit à la vision du président Macky Sall et aujourd'hui, c'est près de 275 conventions de financement qui ont été signées depuis son arrivée pour plus de 5200 milliards. Et je veux rappeler qu'en 12 ans, le président Wade a mobilisé 3799 milliards. Cela veut dire que il y a une confiance très forte que la communauté internationale donne au président Macky Sall. Le niveau de mobilisation, plus donc de 5000 milliards. 5200 milliards. Oui. Ouais. Oui. Et le coût global du PSE, à titre de rappel? Le coût global du PSE tournait autour de 9600 milliards à peu près. 9656 milliards à peu près. Vous avez moins de 10 de la moitié en termes de mobilisation. Oui, mais là je parle de mobilisation extérieure.
nous avons dépassé déjà les 9 000 milliards. Parce que dans les 9 000 milliards que nous avions, il y avait 4 000 milliards au titre des ressources intérieures. Oui. Et aujourd'hui, nous avons un niveau de mobilisation de ressources intérieures très satisfaisant. Je pense que cette année, les premiers résultats que nous avons eus des administrations financières globalement tournent autour d'une mobilisation de près de 1800 milliards. Très bien, mais on n'a pas encore la totalité. On a non, le plan Sénégal émergent, c'était pour 5 ans. Oui. Aujourd'hui, on a mobilisé 5200 milliards au titre des 5 premières années du président Macky Sall. Oui. Et depuis le groupe consultatif, nous avions un gap de financement au groupe consultatif de 1851 milliards que nous avons fini de mobiliser depuis très longtemps. Il faut y rajouter les 4000 milliards de ressources intérieures. Cela veut dire sur les 2 ans déjà, entre l'année dernière et cette année, les recettes fiscales font presque 4000 milliards. Je pense que c'est presque sûr que nous allons dépasser les 9 000 milliards dont nous avions besoin. Justement, on est en 2017, on est à une année de 2018. C'était le premier horizon qui a été fixé avec un objectif de croissance de 7,1%. D'ailleurs, pour le moment, les 7% ne sont pas atteints. On verra ce que 2016 va donner. À une année donc de 2018, quel est l'état d'avancement du PAP? Le PAP est totalement exécuté à travers les différents budgets. Oui. Je pense que le Sénégal a eu un changement important dans la conception et dans l'exécution de son budget depuis 2014. Je pense que le PSE a été mis en œuvre exactement à partir de 2015. Parce qu'en 2014, si vous vous souvenez, on a eu à faire deux lois de finances rectificatives après notre retour du groupe consultatif. Et nous avons lancé le PSE à partir de 2015. 2015 a été une année de forte croissance. 2016 est encore une année de forte croissance. 2017, nous attendons une croissance de 6,8% et tout en réduisant le déficit budgétaire. Je pense qu'autant d'éléments qui nous permettront d'atteindre l'objectif. Je crois très franchement, cette année 2018 déjà, on pourrait dépasser le taux de 7%, ce qui nous mettrait dans une moyenne globale de 7% au titre des 5 premières années de mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Avec, en termes de projection, quand est-ce qu'on atteindra une croissance à 2 chiffres? Nous y travaillons. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir, sur instruction du président Macky Sall, quelles sont les dynamiques réelles de l'économie. Je pense que c'est des questions sur lesquelles nous avions beaucoup de limites. Nous sommes en train fondamentalement de changer aujourd'hui les bases de notre économie. Nous travaillons à mieux connaître les dynamiques de notre économie et je pense très raisonnablement avec toutes les perspectives que nous avons dans ce pays, les projets qui sont en cours et les réformes importantes qui sont en cours, la croissance à 2 chiffres est à notre portée dans un horizon raisonnable de 3 ans. Maximum. 3 ans maximum. De mon point de vue... 3 plus 2017, donc en 2020. En 2020, au plus tard, on devrait avoir une croissance à 2 chiffres. Très bien. Alors, une nouvelle qui est attendue par les foyers et les ménages, c'est la baisse du prix de l'électricité. On parlera tout à l'heure de la querelle sur les chiffres. Mais pour l'électricité, quand est-ce qu'on verra la baisse sur notre facture d'électricité? Aussi bien pour les entreprises que les ménages. Les services sont en train de travailler là-dessus. Je pense que le président a fait une annonce très forte, attendue par les Sénégalais. Notre électricité coûte cher. Il fallait d'abord travailler sur la production. Je pense qu'aujourd'hui, le défi de la production est maîtrisé. Je ne dis pas que nous n'avons plus de risque sur la production, non, mais il y a une amélioration notable si nous comparons la situation actuelle de celle que nous avons connue il y a quelques années, en 2011. Donc, du point de vue de la production, je pense qu'aujourd'hui, tout est maîtrisé avec un mix énergie qui est là, 2 centrales solaires qui ont été inaugurées cette année, d'autres qui sont en cours de construction. Donc, la baisse va intervenir très prochainement. Je pense que dès la prochaine facture, fin février. Je pense février, mars au plus tard. Techniquement, nous sommes en train de travailler là-dessus avec le ministère en charge de l'énergie. Les orientations très claires ont été données et la baisse va intervenir très bientôt. Monsieur le ministre, comment expliquez-vous la querelle sur les chiffres que vous donnez? Votre taux de croissance est contesté, votre niveau d'endettement est contesté. Pourquoi il y a toujours cette querelle? Pourquoi on doute de vos chiffres?
Certains parlent même de manipulation. On ne devrait pas douter des chiffres de ce pays. Et je pense que nous avons une administration républicaine et les fonctionnaires qui sortent les chiffres actuels, ce sont leurs devanciers ou sinon les mêmes qui étaient là et qui sortaient les chiffres. Ça, c'est la première observation que je voudrais faire. Mais ensuite, il y a le problème du statut du chiffre. Assez souvent, pour en tout cas les non-avertis, lorsque l'on parle de croissance, il est possible qu'on ne parle pas de la même chose, même si on veut renvoyer à une même réalité. Je vais vous surprendre avec 2015. Nous avions fait une projection de 6,5%. Nous sommes 6,5%. Savez-vous qu'aujourd'hui, les chiffres semi-définitifs de la croissance de 2015, l'ANSD les estime à 6,8%. L'ANSD? L'ANSD. Ah oui? Oui. On va avoir les chiffres de statistiques. Oui. Ce sont des fonctionnaires assermentés. Vous ne les manipulez pas? Impossible. C'est impossible. C'est des fonctionnaires assermentés qui ont prêté serment devant la justice. Ils n'ont de compte à rendre qu'à leur propre conscience et c'est des professionnels. On ne peut pas manipuler une administration où on a 400 ou 500 personnes, dont une centaine d'ingénieurs. Mais il est arrivé qu'ils aient donné un taux de croissance qui ne correspondait pas au vôtre et ils ont presque eu à subir des remontrances. Non, pas du tout. Ça, c'était un problème de coordination. Parce que les services de prévision travaillent aussi avec les services qui sortent les données définitives. C'est des services qui travaillent en permanence. Il y a une synergie au niveau de ces services. Disons, chaque service a besoin d'affiner, de comprendre ce que l'autre est en train de faire, même si ces deux services sont tout à fait, disons, autonomes l'un de l'autre. Il y a des divergences ici, tout comme il peut y avoir des divergences dans d'autres pays, et il y en a. Quand vous allez au niveau de la France, les chiffres que Bercy peut sortir ou l'INSEE, il y a toujours des écarts de 0,2 ou 0,3. C'est tout à fait normal et tout à fait compréhensible entre des services qui sont dans la prévision et d'autres qui sont dans la réalité. Exemple, mais le Sénégal, la DPE et la NSD, est-ce qu'il est envisagé une fusion ou non, ce serait une mauvaise décision? Non, ce serait une décision contraire aux meilleures pratiques internationales. La DPE est plutôt du côté de la prévision, ce qui va venir. Donc nous sommes dans la prévision. L'ANSD est au niveau, ses missions essentielles, c'est au niveau de la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé fondamentalement? Aujourd'hui, sur 2015, la DPE est toujours sur 6,5. La preuve, je travaille toujours sur 6,5 pour ne pas que les chiffres aujourd'hui que l'on dise non mais écoutez, le ministre est revenu encore avec d'autres chiffres, mais en réalité, le chiffre qu'on va retenir va être le chiffre qui va sortir l'année prochaine. Mais aujourd'hui, pour nous, 6,5 n'existe plus. C'est 6,8 qui existe parce qu'il s'agit de données que l'on appelle semi-définitives. Oui, alors 6,8% en 2015. Oui. Alors, il y a deux administrations qui sont importantes dans la mobilisation des fonds, c'est l'administration fiscale et l'administration douanière. Tout à l'heure, vous parliez de l'indépendance de la NSD. Monsieur le ministre, vous êtes un produit de l'administration fiscale, ancien DGID. Aujourd'hui, vous êtes lancé dans la politique d'ailleurs, tout comme votre collègue de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo. Il y a beaucoup de responsables de cette administration fiscale qui font de la politique. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de politisation de l'administration fiscale sénégalaise? Pas du tout. Je pense que c'est un risque assez exagéré. L'administration fiscale ou les autres administrations sont aujourd'hui dans ce pays. Je pense que c'est une réalité qu'il y a toujours eu dans l'administration des impôts. Ça, c'est la querelle faite à un certain Ousmane Sonko. Non, pas du tout. Qui a été sous votre responsabilité non, à la DGID. Pas du tout. Le problème ne se situe pas au niveau de la politisation ou pas. Je pense que nous sommes une administration républicaine et qu'à l'intérieur de l'administration, chacun peut choisir selon ses propres convictions. Ce qui est important, c'est de faire preuve de loyauté à l'endroit de l'État. Oui, mais la remarque, c'est que ceux qui militent au parti au pouvoir ne sont pas inquiétés, ceux qui sont dans l'opposition le sont. Non, vous savez, Mahmoud, je vais vous faire une révélation. En 2011, j'étais directeur général des impôts et des domaines. Oui. Il arrivait, parce qu'il y avait des manifestations de l'opposition
à côté du bloc fiscal, sur la place d'Indépendance. J'avais des conseils techniques du DG qui, à 13h, mettaient le jean, allaient manifester jusqu'à 15h et revenaient faire leur boulot. Donc je pense que ça ne pose aucun problème d'être dans l'administration des impôts ou de la santé, de faire de la politique. Vous ne me direz pas qu'un médecin aujourd'hui va refuser de soigner quelqu'un parce qu'il n'est pas du même bord politique. La responsabilité est exactement la même. Je pense que les cadres qui font de la politique, en tout cas qui sont dans l'administration, sont capables d'un dédoublement fonctionnel. C'est de respecter la déontologie qui sied pour ce qui concerne leur administration, en tout cas les engagements qu'ils ont pris, et le reste, il s'agit de convictions politiques ou syndicales à mettre en œuvre dans la limite des lois et règlements qui régissent ce pays. Une réintégration d'Ousmane Sonko est-elle envisagée? Ça dépend, parce qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko a fait l'objet d'une mesure de radiation, oui. Conformément au texte. Il a deux possibilités. Je pense qu'il a saisi la Cour suprême, qui doit statuer sur ce dossier. Quelle va être la décision de la Cour suprême? Nous avons une justice indépendante. Ou demain, si la Cour suprême devait, en tout cas, confirmer la décision prise par le gouvernement, Ousmane Sonko pourrait peut-être demander la clémence du président de la République. Qui pourrait le lui accorder? Je ne peux pas présager de ce que va être la réponse du président, mais je sais que ce président Macky Sall, c'est un homme qui s'est pardonné. Et une décision contraire de la Cour suprême signifierait sa réintégration? Oui, naturellement. L'État est tenu de respecter les décisions de justice et ce que nous faisons. Nous sommes au pays de droit. Parlons de l'endettement du Sénégal. Beaucoup d'économistes ont tendance à dénoncer le rythme d'endettement. On est à presque 60% aujourd'hui du PIB, alors que la norme de l'UEMOA est fixée à 70%. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter? Oui. Pour l'heure, non. La dette du Sénégal. Pour l'heure, non. Qui s'élève à combien d'ailleurs au jour d'aujourd'hui? Qui s'élève, la dette publique s'élève à peu près à 5100 milliards. Aujourd'hui, nous avons un encours de dette qui s'élève à 5100 milliards. Mamoudou, on ne peut pas. Aujourd'hui, on est d'accord au moins sur une chose. La dette n'est pas mauvaise. Il n'y a aucun économiste qui dit aujourd'hui qu'il ne faut pas s'endetter. Au moins, les économistes sont d'accord sur le fait que la dette est absolument nécessaire à nos pays. Premièrement. Deuxièmement, la dette qui est mauvaise, c'est l'endettement utilisé pour faire du fonctionnement. Aujourd'hui, si on devait s'endetter sur le marché à long terme pour payer des bourses, des salaires ou des retraites, oui. La masse salariale est énorme. Oui. Elle fait 600 milliards de francs CFA. Oui, mais si on devait s'endetter pour payer nos salaires, oui, là on serait dans une dette mauvaise. Mais si on doit s'endetter pour faire des investissements, si on s'endette avec aujourd'hui un taux d'intérêt qui baisse, si on s'endette pour financer les besoins vitaux de ce pays, je pense que Mamoudou, ça c'est une excellente chose. Maintenant, nous devons être vigilants sur l'endettement. Nous avons effectivement un ratio d'endettement de 60% à peu près du PIB contre une limite, en tout cas par rapport à une limite de 70%, ça c'est vrai, mais il faut voir aussi la structure de notre dette. Pour l'essentiel, nous avons une dette multilatérale. Pour l'essentiel, nous avons une dette très longue, avec une concessionnalité qui varie entre 15 et 50%, une maturité qui varie entre 20 et 25 ans, cela représente à peu près 49% de la dette publique. Je pense que, Mamoudou, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, même si nous devons être vigilants, et même si nous avons pris des mesures très transparentes dans le budget. C'est de dire à l'Assemblée, vous nous autorisez à aller nous endetter. Mais chaque fois que nous sortirons de notre trajectoire, parce qu'il y a un élément exogène sur lequel nous n'avons pas d'emprise, qui fait qu'aujourd'hui le cadre pourrait bouger, on reviendra à l'Assemblée pour revoir un peu l'endettement de ce pays. Je pense que cela est une mesure très transparente. C'est le rythme de reconstitution de la dette selon certains économistes. Le rythme de reconstitution est important, mais la vitesse à laquelle la dette a cru entre 2006 et 2011 et entre 2012 et maintenant, cela a été divisé par 2. Ah oui? Absolument. Macky Sall, c'est moins endetté en termes de rythme. En termes de rythme. Le président Abdoulaye Wade, son prédécesseur. Absolument, je suis formel. En 2012, lorsque le président Macky Sall est arrivé, vous entendiez très souvent mon prédécesseur parler de reprofilage. En ce moment, la dette à court terme représentait 63% de notre endettement. En ce moment.
Il a fallu s'endetter pour reprofiler la dette. Et je pense que ça a eu un impact important aujourd'hui sur l'encours de la dette, qui est tout à fait soutenable et qui représente à peu près 30% de nos recettes, alors qu'en 2011, le service de la dette représentait 34% de nos recettes. Très bien, on va aller très vite, il reste une dizaine de minutes, on reste sur l'économie avant d'en venir aux questions politiques. Est-ce que l'hypothèse d'une vente de la CSS, compagnie sucrière sénégalaise et des grands moulins, est aujourd'hui retenue? L'État est-il au courant de cela, même si la direction de la CSS a démenti cette information? Non, l'État n'est pas au courant, mais nous sommes aussi, il faut le reconnaître, dans un processus qui concerne que des privés. Oui. C'est d'abord nous sommes une société de liberté. Je pense qu'il est possible que Mimran envisage de céder tout au parti de ses activités, de se reconcentrer sur autre chose. Mais à la date d'aujourd'hui, l'État n'est pas saisi d'une vente de la compagnie sucrière ou des grands moulins de Dakar. Donc c'est à l'état d'information que nous avons comme tout le monde. Si cela devrait se faire et que la CSS le vendait à des Marocains, ça ne vous gênerait point? Mais là, on pourrait discuter avec Jean-Claude, avec le groupe Mimran, je voudrais dire, pour voir un peu et préserver les intérêts du pays comme on l'a fait en d'autres circonstances. La perspective du pétrole et du gaz, qu'est-ce que cela pourrait apporter au Sénégal, à ses finances, à son économie? Mais une perspective très intéressante sur laquelle nous travaillons aujourd'hui. Le Sénégal a bénéficié de découvertes importantes qui se confirment jour après jour. C'est vrai qu'au niveau du ministère de l'économie et des finances, dans un premier temps, nous suivons la question de loin. Nous travaillons sur une économie sans pétrole et gaz, mais force est de constater aujourd'hui que c'est une réalité qui est là et nous nous réjouissons des dispositions, des mesures prises par le président Macky Sall pour que ces ressources soient gérées en toute transparence et pour que l'on puisse aujourd'hui construire une économie qui pourrait en tout cas profiter pleinement du pétrole et du gaz. Dans vos projections, quand est-ce qu'on devrait avoir ce pétrole et ce gaz? Toutes les dispositions sont prises aujourd'hui par le président de la République pour que dans un horizon de 4 ans, 5 ans, qu'on puisse exploiter au moins le gaz du Sénégal. Il y a une dimension fondamentale dans votre administration, c'est la bonne gouvernance et aussi la lutte contre l'argent sale. Monsieur le ministre, cela fait longtemps qu'on ne parle plus de la Centif. Où sont les dossiers brûlants de la Centif? Mais je viens d'envoyer à mes collègues le rapport de la Centif. La Centif continue de travailler comme elle le faisait, peut-être avec moins de publicité. Non, pas moins de transparence, non. Au contraire, elle est très transparente. Aujourd'hui, la Centif est dirigée par un haut cadre de l'administration qui fait ses rapports et le travail suit son cours. Il n'y a aucun problème, aucune entrave. Le juge Cherbambagnan? C'est pas le juge Cherbambagnan? Non. Il est membre de la Centif. Oui. Il est membre de la Centif. Oui. C'est l'ancien receveur général du Trésor qui est aujourd'hui président de la Centif. Autant pour nous, quelle sera la suite qui sera donnée à ce rapport? Mais la Centif ne demande même pas l'avis du ministère des Finances, encore moins du gouvernement. Je pense que c'est une structure qui est régie par des règles, qui fait ses contrôles, qui fait ses investigations et qui, si elle le juge nécessaire, saisit le procureur de la République. Les suites judiciaires ne sont pas écartées? Non. Elle le fait, elle travaille avec la justice. J'ai connaissance de beaucoup de dossiers sur lesquels, effectivement, le parquet a été saisi. Le ministre de l'économie et des finances, Amadou Ba, est l'invité du grand jury. Parlons des questions communautaires. Le franc CFA fait débat. Le Sénégal est-il partisan d'une sortie de la zone franc? Le franc CFA fait de plus en plus l'objet de sorties dans les médias. Il va sans dire que la monnaie a des fonctions qui relèvent de beaucoup de sphères. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui des politiques, des économistes, voire des géographes, tout le monde parle du franc CFA. Oui. Ce que je voudrais dire, c'est que notre appartenance à la zone franc
permet aujourd'hui, entre autres, c'est pas la seule raison, au pays de l'UEMOA d'avoir une croissance vigoureuse. Nous avons aujourd'hui un cadre macroéconomique très assaini au niveau de la zone UEMOA. Et c'est l'existence d'une monnaie stable qui favorise cette situation. Ça, c'est la première chose. La fixité maintenant du taux de change peut avoir un inconvénient. Je pense qu'on en parle régulièrement parce que nous n'avons pas de possibilité d'utiliser aujourd'hui, disons, les instruments monétaires dans notre politique. Mais nous devons d'abord travailler sur le réel de mon point de vue. Mettre en œuvre les réformes, mettre en œuvre aujourd'hui, avoir une croissance forte, maîtriser notre déficit avant de parler d'une sortie éventuelle du franc CFA. Pourtant, la CEDEAO prévoit une monnaie unique en 2020. Oui, mais en ce moment, on pourra aller vers l'abandon du franc CFA. Il faut d'abord colonner la monnaie de la CEDEAO avant d'abandonner. Elle s'appelle ECO, il me semble. Hein. Oui, nous sommes en train de travailler sur cette monnaie, qui, on pense qu'en 2020 on devrait pouvoir avoir cette monnaie, et c'est à partir de ce moment qu'on pourra envisager effectivement notre sortie du franc CFA. Au jour d'aujourd'hui, le Sénégal n'est pas favorable à une sortie. Le Sénégal n'est pas du tout favorable à une sortie du franc CFA. Le président Déby du Tchad pourtant demande qu'on revoie de fond en comble ce lien historique avec la France, aujourd'hui l'euro. D'abord, c'est des liens de coopération. La monnaie est déséquilibrée. Je ne pense pas. Très honnêtement, je ne le pense pas. Il n'est pas de mon ressort d'échanger, de polémiquer avec le président Déby, loin s'en faut. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup plus d'avantages à être dans la zone franc que de sortir de la zone franc. Je pense que si on observe un peu notre voisinage immédiat, chacun de nous peut le faire. Voyons aujourd'hui les avantages que nous avons à avoir une monnaie stable. Nous avons plus d'avantages avec le CFA. Je vous laisse en tout cas comparer par rapport à notre environnement immédiat. L'UEMOA, c'est aussi l'actualité de la présidence de la commission avec la démission de notre compatriote cher Agibou Soumaré. Est-ce qu'après l'échec d'Addis Abeba, en tout cas, la non-élection du professeur Abdoulaye Bathily à la commission de l'Union africaine, le Sénégal est déterminé aujourd'hui à garder la commission de l'UEMOA? Pourquoi parler d'échec de Addis Abeba? Bon, le professeur Bathily n'a pas été élu. Nous avions un bon candidat. Et vous avez mis beaucoup d'argent. Combien d'abord le Sénégal a dépensé? Des finances. Je ne sais pas combien on a dépensé, mais ce que je puis vous dire aujourd'hui, c'est que nous avons eu un bon candidat, nous avons une diplomatie très forte qui s'est déployée. Et je pense qu'il y a un autre candidat qui a été élu, nous le félicitons. Le Tchadien, nous le félicitons, mais ce que je puis dire pour l'UEMOA, le Sénégal maintient sa position. Nous voulons diriger la commission. Qui est ce candidat, vous, Amadouba? Non, je ne suis pas ce candidat. Oui. Je ne sais pas qui va être le candidat du Sénégal. Je ne le connais pas. Mais le Sénégal doit, en tout cas, de notre point de vue, du point de vue du président Macky Sall, diriger une institution de la sous-région. Il faut qu'on y soit présent. Question politique. C'est une question de Mohamedou Bokoum. Que pensez-vous des propos de l'ancien ministre de l'économie et des finances Moussa Touré qui dit un ministre de l'économie ne doit pas faire de la politique? Aujourd'hui, vous êtes membre de l'APR, vous militez au Parcelles Assainies à Dakar. Je suis d'avis tout à fait contraire. Et je l'ai dit tout à l'heure, faisant allusion au cadre de l'administration qui font de la politique. Qui, plus que le ministre de l'économie et des finances, peut expliquer, peut défendre la vision économique de son chef? Ah ouais? C'est le ministre de l'économie et des finances. Le ministre de l'économie et des finances est au cœur de la mise en œuvre de la vision du chef, surtout si ce chef s'appelle Macky Sall, surtout s'il fait des résultats aussi probants qui méritent d'être connus, qui méritent d'être vulgarisés. Qui est votre modèle? Emmanuel Macron en France, aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle dans son pays, ou un certain Abdoulaye Diop, un de vos prédécesseurs?
Mon modèle, c'est certainement mon père, sont mes parents qui sont mes modèles. J'ai pas besoin d'aller à l'extérieur pour chercher des modèles. Et aujourd'hui, sur le plan politique, sur le plan économique, sur la vision, le modèle, c'est le président Macky Sall. Et quel sens donnez-vous à votre engagement politique, Amadou Ba? C'est soutenir sans réserve le président Macky Sall. Je suis convaincu que sa vision pour le Sénégal, une vision qui permettra l'émergence de ce pays. Et je sais que c'est un homme très engagé pour ce pays, c'est un homme très intéressé pour ce pays et de par la grâce de Dieu, par sa volonté, il m'a mis à un niveau où je dois participer à la mise en œuvre de sa vision. Je pense que j'ai l'obligation de le soutenir pour qu'il puisse réussir dans l'ensemble de ses entreprises. Certains n'hésitent pas à dire, c'est Amadou Ba, il est ambitieux. Ambitieux, non, j'ai pas d'ambition politique, à vrai dire. Mon souhait, c'est de soutenir le président Macky Sall. Il a souhaité que je fasse de la politique aux parcelles. Je l'ai dit à un de vos confrères, je suis allé aux parcelles. S'il m'avait demandé d'aller à Grand Dakar où je suis né, je serais à Grand Dakar. Tout comme s'il me demandait d'être en complément d'effectif à Tambacounda ou à Amadi Ounaré, je l'aurais fait. S'il me demande aujourd'hui d'arrêter dans la minute qui suit, j'arrête tout engagement politique. Pour le moment, vous n'avez pas arrêté. On pourrait vous voir sur les listes aux prochaines législatives, les législatives du 30 juillet. Cela dépend du président de la République, du rôle qu'il veut que je joue durant ces élections. Y compris de diriger la liste de votre coalition à Dakar, cela dépend dans la capitale. Si vous le demande, vous l'accepteriez. Je ne lui refuserai pas une seule mission. À cause de votre engagement politique, certains ne manquent pas de dire que vous gênez aux entournures le maire de Dakar, Khalifa Sall, qui est un potentiel adversaire de vous, ministre de l'économie, notamment le blocage de certains de ses projets comme la place de l'Indépendance, le pavage des rues de Dakar et même la mise en place des gazons synthétiques un peu partout. Aucun projet de Khalifa Sall n'est bloqué dans le au niveau du gouvernement. Son emprunt obligataire de 20 milliards. Oui, parce que l'emprunt obligataire posait des problèmes. Il a été saisi par le ministre de l'économie et des finances, c'est-à-dire par moi-même, pour que l'on puisse l'aider, pour que l'on puisse le soutenir, pour qu'on puisse l'accompagner, parce qu'il y avait un risque pour le trésor public. Il n'en a pas voulu, il a fait un recours et a été débouté par les juridictions sénégalaises. Donc, s'il n'a pas pu faire disons certains de ces programmes, la faute est à rechercher du côté du maire Khalifa Sall et non du côté de l'État. C'est absolument sa faute. Pourtant, il continue de dire que vous bloquez ces projets. Aucun projet, par décence. Nous sommes dans une république, Mamoudou. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des choses qui ne se font pas. Le lien entre les communes et l'État, le lien le plus significatif se fait à travers le trésor public. Je peux dire ici, il ne m'est jamais venu à l'esprit de parler à un seul percepteur, encore moins au directeur général du Trésor. Je sais que tous sont en train de suivre cette émission pour parler du maire Khalifa Sall ou d'un autre maire. Chaque comptable public fait son travail conformément aux lois et règlements qui régissent sa fonction. Et donc, s'il a des problèmes, il n'a qu'à les chercher ailleurs, mais pas au niveau de l'État. Cela ne vous gêne pas, cette remarque de Junior Soané? Comment expliquez-vous que vous soyez le MEF le plus politique de l'histoire politique du Sénégal? Mais je pense qu'il y a des changements importants qui sont en train de se passer dans ce pays. D'abord, je ne pense pas être le MEF le plus politique. J'ai connu Babacar Ba, qui m'avait beaucoup inspiré en tant que ministre. Je pense qu'il était au cœur du dispositif du Parti socialiste en son temps. Aujourd'hui, le président Macky Sall est en train de mettre en œuvre sa vision et il a besoin des Sénégalais qui sont autour de lui et il a souhaité, il a demandé au ministre de l'économie et des finances de l'accompagner, ce que je fais avec plaisir, tout pour autant sans aussi oublier que j'ai une autre mission, c'est de participer au développement économique et social, de gérer les finances, ce que aussi j'essaie de faire avec la plus grande rigueur. Je terminerai avec cette petite lettre de transitaire du port de Dakar,
Le rôle que joue le port pour l'économie nationale en matière de recettes douanières n'échappe à personne. Il se trouve que depuis quelque temps, les usagers du môle 2, en particulier les transitaires, font face à de sérieuses difficultés entraînant un important manque à gagner du fait des agissements d'un agent des douanes qui se croirait tout permis, faisant fi de l'autorité de ses chefs hiérarchiques directs, notamment le commandant du môle 2. Il fait feu de tout bois et semble régner en maître absolu. Et quand on lui pose la question, il dit qu'il ne répond que du ministre de l'économie et des finances. Vous dites quoi à ces transitaires en 5 secondes? Je ne connais pas, vraiment, je ne sais pas, je connais pas le commandant dont il parle. Je sais qu'au niveau du port, il y a eu quelques difficultés. Oui. Il y a quelques semaines, le directeur général des douanes a été instruit de recevoir les transitaires pour régler le problème, ce qui a été fait. Il n'y a pas de douanier qui soit sous ma protection. Tous les douaniers qui sont au niveau du port, de l'aéroport ou ailleurs, sont nommés ou proposés par le directeur général des douanes. Merci Amadou Ba, ministre de l'économie, des finances et du plan du Sénégal. Il a aussi une casquette politique. Il milite à l'APR, aux Parcelles Assainies. Émission Le Grand Jury présentée avec un immense plaisir par Mahmoud Ibra Kane, à la technique Abdoulaye Diop, digital manager Maguette Koulibaly. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain et surtout bonne finale de Coupe d'Afrique des Nations, même si les Lions ont été éliminés en quart. Au revoir.